Si tu passes plus de 10 minutes à planifier ta journée chaque matin, tu es potentiellement en train de saboter ta productivité avant même de commencer à travailler. Je l'observe partout, les solopreneurs les plus productifs que je connais font deux choses. Premièrement, ils planifient leur journée la veille et deuxièmement, ils le font en 10 minutes. C'est tout ce dont tu as besoin pour bien planifier ta journée. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer exactement comment faire avec ma méthode en 3 étapes simples qui garantit de se concentrer sur ce qui compte jour après jour après jour. Et comme ici on est dans la thématique de la productivité, on va y aller droit au but, sans digression, accroche-toi, c'est parti. On va commencer par le principe fondamental qui sous-tend cette approche de planification que je vais te présenter aujourd'hui. Le principe fondamental, tu pourrais peut-être croire que c'est celui déjà de justifier à quoi ça sert de planifier la journée. Ça n'est pas celui-là. Je fais l'impasse là-dessus. Si jamais tu regardes ces vidéos, je pense que tu as déjà été sensibilisé à la nécessité de la planification. En une seule phrase toute simple, la planification permet d'orienter tes ressources au quotidien dans une direction. En l'absence de direction, ces ressources ont tendance à se fragmenter, elles deviennent chaotiques, on va en parler dans quelques minutes, et donc il faut absolument qu'on ait un prisme par lequel on va faire converger toutes ces ressources-là pour atteindre un objectif. La planification rentre dans cette logique-là. Donc le principe fondamental, c'est pas celui-là que je veux voir aujourd'hui. Le principe fondamental, c'est celui de séparer les phases de planification des phases d'action. Un principe qui est essentiel. J'ai lu à l'heure actuelle plus d'une dizaine de livres sur la productivité. Ça fait bientôt 6 ans que j'évolue dans cet espace, 5 ans et demi et quelques, l'espace de la productivité. Tous les bouquins, tous les experts vont dans le même sens là-dessus. Il faut séparer les phases de planification et les phases d'action. Pourquoi ? Parce que la planification est très différente de l'exécution. On sait déjà que planifier et agir, ça demande des ressources cognitives différentes. Comme tu peux le voir ici, planifier, diriger, contacter, créer, toutes ces tâches demandent des combinaisons d'ondes cérébrales qui sont très différentes. Quand on parle d'ondes cérébrales, on parle des ondes bêta, gamma, alpha, θ et delta qui sont les ondes produites naturellement par notre cerveau. Il se trouve que notre cerveau produit une combinaison spécifique de ces ondes-là en fonction de si on est en train de planifier ou si on est en train d'exécuter. Évidemment, il existe énormément d'autres scénarios qui conduisent à une production de quantités différentes de ces ondes cérébrales. Donc déjà, premièrement, ça demande des ressources cognitives différentes. Et on sait que l'efficacité apparaît quand nos ondes cérébrales sont parfaitement alignées avec la tâche que l'on fait. Si on passe toute notre journée, évidemment j'exagère, mais à passer de tâches de planification à des tâches d'exécution, on demande constamment à notre cerveau de switcher entre des ondes cérébrales différentes et donc c'est inefficace. Deuxièmement, ces deux types d'actions, planifier et exécuter, demandent des compétences et des outils qui sont différents. Pareil, on ne veut pas mélanger ça. Pourquoi ? Parce que quand on mélange les deux, on enregistre une perte de ressources et une certaine procrastination. La perte de ressources, premièrement, elle vient de ce qu'on appelle le context switching en neurosciences. On sait aujourd'hui que quand on passe d'une tâche A à la tâche B, une partie de nos ressources et de notre attention reste sur la tâche A. Donc on a l'impression qu'on est à 100% sur la B, mais comme on a commencé par la A et on a switché sur la B, il y a une partie de nos ressources qui sont restées sur la A. Si on répète ce mécanisme en switchant de la B à la C, de la même façon, une partie des ressources restantes qui étaient sur la B vont être maintenant divisées entre la A, la B et la C, et ainsi de suite. Donc on veut vraiment éviter ce va-et-vient permanent parce qu'on perd tout simplement trop de ressources. C'est ce qu'on appelle un coup de transition ou un context switching. C'est un des plus beaux pieds de nez qui est fait au multitasking, mais ça j'en parlerai très certainement dans une autre vidéo si jamais ça t'intéresse. D'ailleurs d'avoir un épisode qui est dédié au multitasking avec un point de toutes les études qui existent à l'heure actuelle sur le sujet et une conclusion. N'hésite pas à me le demander en commentaire. Si jamais j'ai pas mal de demandes, je ferai cette vidéo-là. Donc la loi de Carlson elle va venir dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que elle explique qu'un travail réalisé en continu prend moins de ressources, temps, énergie, attention, que lorsqu'il est fait en plusieurs fois. C'est une des dizaines de lois de productivité qui existent aujourd'hui dans le royaume des neurosciences sur cette thématique-là. Ok ? Donc ce qu'on veut finalement c'est quoi ? C'est premièrement séparer ces phases et deuxièmement planifier le plus rapidement possible. Mais quand il s'agit de séparer ces phases, on a besoin d'un modèle mental pour séparer ces tâches. Quand est-ce qu'on sait, quand est-ce qu'on doit planifier et quand est-ce qu'on doit agir ? Ça tombe bien parce que j'ai un modèle mental qui me sert énormément depuis les 5 dernières années et ce modèle mental, il s'appelle le modèle mental du pilote, de l'avion et de l'ingénieur. Ce modèle mental, il explique que tout solopreneur incarne de façon alternée dans son quotidien 3 types de personnages. Ces 3 types de personnages, ce sont le pilote, l'ingénieur et l'avion.
On va les passer un à un et on va regarder pour chacun d'entre eux quel est le rôle de ce personnage, quel est le pourcentage de temps qu'on doit passer dessus, quelques exemples également qui vont venir illustrer à quoi ressemble ce personnage au quotidien. Commençons par le pilote. Le rôle du pilote, il est relativement simple, c'est de définir la direction de l'avion. Le pourcentage de temps qu'on est censé passer en mode pilote dans notre quotidien de solopreneur, c'est 10%. Le type de tâches qu'on fait quand on est en mode pilote, donc quand on veut définir la direction de l'avion, ce sont ces types de tâches-là. Fixation d'objectifs, mission et vision, stratégie et tactique, planification de la semaine et planification de la journée, comme tu peux le voir ici. D'où le fait que dans quelques minutes, on va se focaliser plus précisément sur le rôle du pilote, parce que dans cette vidéo, on s'intéresse à la planification quotidienne. Un exemple, c'est que par exemple, moi, chaque soir, je me sers un bon verre de jus de carotte, je prends de la distance et je décide des 6 tâches que je vais accomplir le lendemain. Quand je suis en train de faire ça, je suis typiquement dans le mode pilote, étant donné que je me concentre sur la définition de la direction de l'avion. Le second rôle, le second type de personnage par lequel on passe, c'est l'ingénieur. Le rôle de l'ingénieur, c'est d'optimiser les process. On veut passer à nouveau 10% de notre temps dans le personnage de l'ingénieur. Les types de tâches qui sont faites par l'ingénieur, ce sont les revues hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles. J'en ai parlé dans une précédente vidéo sur un protocole que je t'invite à faire du coup tous les mois lors de ton bilan annuel, un exercice mensuel que tu trouveras du coup dans les vidéos qui sont dans les suggestions. Organisation des journées selon les rythmes d'énergie et batcher par exemple dans son calendrier. Évidemment, les types de tâches que je te cite ici, elles sont pas exhaustives. Le but de ces tâches-là, c'est juste que tu puisses regarder à quoi ça correspond en te donnant quelques exemples. Donc, quelques exemples à nouveau. Chaque vendredi, par exemple, je m'assure que l'avion est efficient, c'est-à-dire que chaque heure que j'ai investie dans ma semaine ait été 100% rentable, sinon il y a des ajustements à faire, que l'avion utilise le carburant de façon efficiente, c'est-à-dire que mon énergie soit consommée progressivement dans les règles de l'art, et également que j'ai pu allouer du coup la bonne énergie au bon moment en fonction de mes pics d'énergie, de mes drops d'énergie dans ma journée. Et enfin, je m'assure de garder le système bien organisé en créant et en entretenant les systèmes qui sont effectifs du coup dans mon entreprise ou dans ma vie. Donc ça, c'est un rôle de quoi? C'est un rôle d'ingénieur puisqu'on est dans l'optimisation des process. On prend de la hauteur, on vérifie que l'avion que l'on fait voler au quotidien, il soit le plus efficient possible. Il apporte le maximum de résultats avec le minimum de ressources. Et enfin, il existe le troisième type de personnage avec lequel on alterne au quotidien en tant que solopreneur et c'est l'avion. L'avion, c'est le plus important parce que comme tu l'auras deviné, c'est l'endroit sur lequel on va passer le maximum de temps. Le rôle de l'avion, c'est d'exécuter sans réfléchir les tâches définies pendant les temps de réflexion. Il y a deux mots-clés ici, c'est sans réfléchir et c'est tâches définies pendant les temps de réflexion. Si on peut se concentrer sur ces tâches-là sans réfléchir, sur l'exécution de ces tâches sans réfléchir, c'est bien parce qu'on fait confiance au fait que pendant notre rôle de pilote, on a bien défini la direction qui était essentielle et pendant notre rôle d'ingénieur, on a bien optimisé les process de sorte à ce qu'on puisse rapidement atteindre cette destination-là. Donc on fait confiance aux deux autres personnages pour rentrer dans celui-là. Et si c'est le rôle le plus important, c'est parce que c'est le rôle dans lequel on veut être 80% du temps. Exécution, l'action génère l'information. L'exemple, c'est que chaque matin, je suis tout simplement l'itinéraire sans dévier dès que je me lève, étant donné que je fais confiance au pilote qui a défini mes tâches de la journée la veille, et que je fais confiance à mon ingénieur qui a mis à jour les systèmes qui me permettent d'avancer de la façon la plus rapide possible. Je n'ai pas besoin de me reposer ces questions-là. J'ai juste besoin de suivre l'itinéraire sans dévier, de décoller efficacement le matin, donc de bien démarrer ma journée, et d'atterrir de façon sécuritaire le soir, de bien clôturer ma journée. De la même façon, si des rituels de démarrage et des rituels de clôture de journée t'intéressent, dis-le moi dans le commentaire, si j'ai assez de commentaires, je pourrais faire une vidéo dédiée sur le sujet. Donc en résumé, si on veut simplifier tout ça, le pilote planifie, l'avion exécute, l'ingénieur optimise. Aujourd'hui, comme je te le disais, on va se focaliser sur le rôle du pilote, puisque quand on parle de planification quotidienne, on parle du pilote. Donc, un modèle pour ton pilote, un modèle mental qui est un de mes modèles préférés, c'est le plan minimaliste de planification quotidienne en 3 étapes que je vais te présenter. Tout d'abord, si tu es en train de prendre des notes, je te le rappelle à chaque fois, mais arrête de suite parce qu'il y a tout qui sera compilé dans le codex. Tu trouves le lien en description de cette vidéo. C'est ma collection de fiches de synthèse de mes vidéos. Tu les trouveras toutes. Et en plus de compiler toutes les infos importantes à retenir dans le codex pour chacune de mes vidéos, je mets également des checklists ultra actionnables pour transformer l'information en action. Donc pas la peine ici de prendre le temps de prendre des notes. Juste écoute-moi et ensuite télécharge ta fiche. Comme ça, tu auras directement la matière que tu pourras utiliser dans ton quotidien dès la fin de la vidéo. Donc, quel est ce plan minimaliste de planification quotidienne en 3 étapes? La première étape, c'est d'appliquer la méthode Ivili.
Ok, on est en 1918 et Charles Schwab, c'est un des hommes les plus riches au monde. Il préside la Bethlehem Steel Corporation, le plus grand constructeur de bateaux et le plus grand producteur d'acier de tous les temps. Ce gars, il est connu pour son obsession de l'efficience. Et dans sa quête de découverte de nouvelles méthodes pour acquérir plus en moins de temps, il arrange un rendez-vous avec le fameux Ivy Lee, qui à l'époque est un éminent consultant en productivité. Je te laisse taper son nom sur internet, tu verras le CV de ce type-là, c'était pas un blagueur. Schwab, il convie alors Lee dans ses bureaux et il lui demande: montre-moi comment accomplir plus au cours d'une journée. Ce à quoi Ivy Lee répond: donne-moi 15 minutes avec chacun de tes cadres. Ce à quoi Schwab répond: ok, mais combien ça va me coûter? Ce à quoi Ivy Lee répond: rien, sauf si ça marche. Dans 3 mois, tu pourras m'envoyer un chèque du montant que tu estimes pertinent. La stratégie est tellement simpliste que Schwab et son équipe y s'y sont mis. Évidemment, 3 mois après, il envoie un chèque de 25 000 $ à Monsieur Lee, soit l'équivalent de 400 000 $ actuels. Ce qui veut dire que la méthode que je m'apprête à te révéler, elle coûte 400 000 $ en termes de pertinence et de productivité. Cette méthode qui a été partagée par Ivy Lee, c'est celle-ci. Premièrement, chaque soir, tu vas noter les 6 choses les plus importantes à faire demain. 6, pas plus. Deuxièmement, tu vas prioriser ces tâches dans ta to-do par importance. Troisièmement, le lendemain, tu vas te concentrer uniquement sur la première tâche jusqu'à qu'elle soit terminée. Tant que tu n'as pas fini la première tâche, tu ne passes pas à la seconde. Quatrièmement, tu vas faire la même chose pour le reste de la liste. Cinquièmement, arriver à la fin de la journée, toute tâche non faite est transférée au lendemain. Sixièmement, répète ce process chaque jour. Alors dans le cadre de cette vidéo, je vais te faire appliquer une version un peu hybride de la méthode Ivy Lee, c'est-à-dire qu'on va faire uniquement les 2 premières étapes de cette méthode. Il y a beaucoup à dire sur pourquoi on fait pas le reste, c'est pas forcément optimal selon moi, donc on va se concentrer sur ces 2 premières étapes de la méthode. Chaque soir, tu vas devoir noter les 6 tâches que tu veux faire qui sont les plus importantes le lendemain et tu vas les classer dans ta to-do par ordre d'importance, ok? Ça, c'est la première étape de ma méthode de planification journalière en 3 étapes. Une fois que tu as fait ça, tu vas définir ce qu'on appelle le daily highlight, c'est-à-dire la tâche la plus importante de la journée. C'est ton unique priorité de la journée. Comme par exemple, ça peut être finir la partie 5 du programme, enregistrer une vidéo YouTube, livrer le client X, etc., etc. Et logiquement, si tu as bien fait l'étape précédente, cette tâche, ce sera la première de ta liste, étant donné qu'on a classé les 6 tâches par ordre d'importance. À côté de cette tâche, qui est donc ton unique obsession de ta journée, tu vas mettre une étoile pour que tu puisses toujours te rappeler que c'est ton indicateur de succès. C'est cette tâche que tu dois poursuivre à tout prix. Et à ce moment-là, les autres tâches, donc les 5 tâches de ta to-do et toutes celles que tu pourrais ajouter tout au long de ta journée, elles deviennent ta might to-do list. C'est-à-dire des tâches que tu aimerais faire, mais que tu n'es pas obligé de faire. Et j'insiste vraiment là-dessus. Si ton highlight est accompli à la fin de la journée, tu as gagné. Le reste, ça n'est que du bonus. Cette méthode, elle est hyper puissante. Pourquoi? Parce que ce daily highlight, il te donne une preuve que chaque journée compte, qu'à la fin de chaque journée, tu as réussi à faire quelque chose qui compte. Et ça te permet de lutter contre 3 pièges. Le premier piège, c'est celui du productivity gap, soit le fossé de productivité. Le fossé de productivité, c'est la différence entre ce que l'on veut ou ce que l'on doit faire et ce que l'on fait vraiment à la fin de la journée. En psychologie, on explique que c'est ce gap-là qui va définir si on se sent productif ou pas. Ce qui nous amène dans ces situations complètement paradoxales où si par exemple Julie elle a 20 tâches sur sa to-do list pour aujourd'hui mais qu'elle n'en coche que 10 et que Arnold a 5 tâches sur sa to-do pour aujourd'hui mais qui coche les 5, Julie elle a été objectivement plus productive que Arnold si on part du principe que les tâches avaient toutes une valeur égale bien évidemment, sauf que c'est Arnold qui va se sentir beaucoup plus productif que Julie. Ça nous permet d'éviter ce premier piège parce qu'on se focalise sur ce daily highlight et on se dit ok, est-ce que mon daily highlight a été fait à la fin de la journée? Oui, donc j'ai été productif. Par défaut, c'est une espèce de raccourci de la pensée, une espèce d'automatisation, un mécanisme IFTTT. Si j'ai fait ça, alors j'ai ça. Si j'ai coché mon highlight, alors j'ai été productif. Le deuxième piège que ça nous évite en ayant un highlight, c'est la seconde loi de Parkinson qui dit que sans direction, les systèmes de travail peuvent évoluer vers des comportements qui sont improductifs. Pour ça, Parkinson, il s'est basé sur ce qui s'était passé avec la marine anglaise, où on a vu la taille de l'administration de la marine qui a continué à grandir en taille justement, malgré le fait que la flotte qu'elle servait a coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on se retrouvait avec un staff qui était censé accomplir une mission, mais il n'y avait plus le bateau, il n'y avait plus la flotte pour accomplir cette mission, mais on a quand même trouvé une nouvelle mission à ce staff-là, et en plus on a recruté de nouvelles personnes pour faire de nouvelles missions. Ce qui veut donc dire que sans direction, quand on ne sait pas où on va, on a tendance à se disperser dans toutes les directions, et donc à recruter ensuite, évidemment, ou à investir des ressources pour pouvoir mener à bien toutes ces directions-là, toutes les missions qui sont encapsulées dans ces directions-là.
Et donc, en ayant un daily highlight, ça va nous permettre d'empêcher ça parce qu'on a une direction. Donc, on sait vers où allouer nos ressources au quotidien pour boucler avec ce que je t'avais raconté dans l'introduction. Et enfin, ça va te permettre de lutter contre la loi de l'inversion des priorités. La loi de l'inversion des priorités de Greg McKeown, elle dit que les choses qui sont les plus importantes dans nos vies sont celles qui ont le moins de chances d'être accomplies. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette fatalité-là. La première chose, c'est l'illusion du progrès. Les tâches urgentes, elles donnent une impression immédiate d'efficacité, mais elles ne contribuent souvent pas aux objectifs long terme. Donc notre cerveau a un biais pour l'urgence et on va avoir tendance à se focaliser sur les tâches qui sont urgentes plutôt que les tâches qui sont importantes. Le deuxième facteur qui pourrait expliquer ça, c'est le camouflage de l'inconfort. Être occupé au quotidien, c'est une échappatoire face aux choix difficiles et aux actions réellement significatives qu'on est censé faire. Je t'en ai parlé dans une précédente vidéo. Les tâches d'impact regroupent tous les déclencheurs de procrastination selon Timothy Pychyl. Il y en a plus de 9, ok ? Les tâches d'impact, elles cochent tous ces déclencheurs-là. Donc plus une tâche est importante, plus une tâche permet d'enregistrer une percée, de briser le statu quo, moins tu auras envie de la faire. Et si tu te laisses aller naturellement à cette tendance, alors finalement les tâches les plus importantes ne seront jamais faites. Un troisième facteur, c'est l'absence de pression temporelle. Ce qui est essentiel n'a généralement pas de deadline imposé, ce qui va faciliter la procrastination. Donc un protocole en 3 étapes pour sortir de cette loi de l'inversion des priorités. Premièrement, définis une priorité clé et engage-toi-y activement, donc un daily highlight chaque jour, une tâche prioritaire, une unique priorité. Deuxièmement, bloque du temps dédié aux tâches essentielles en les traitant comme non négociables dans ton calendrier. Et troisièmement, élimine une distraction quotidienne afin de préserver ta concentration chaque jour. Parce que mettre l'important avant l'urgent, ça permet de passer d'une vie occupée à une vie réellement significative selon tes propres termes. Donc évidemment ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de voir qu'encore une fois, Greg McKeown met en avant cette highlight méthode et donc ça prouve sa pertinence puisque Greg McKeown est un éminent lui aussi consultant en productivité. Ok ? Donc ce daily highlight, c'est sa force d'éviter ces 3 pièges que je viens de te présenter. En plus de ça, si on met tout ça à l'échelle, on se rend compte que 365 actions à haut rendement sur une année, soit une action par jour, c'est égal à une vie complètement transformée. C'est massif. Imagine si tu arrives à poser plus de 300 actions tâches à impact, daily highlight, chaque année de ta vie, c'est massif. Quelques conseils pour définir ton highlight. Commence avec un verbe, ok ? Ton cerveau, il va beaucoup plus comprendre enregistrer l'épisode 16 du podcast plutôt que de juste marquer podcast, ok ? Donc on veut donner les indications les plus précises possibles à ton avion pour qu'il puisse exécuter bêtement. Ensuite, mettre la barre plus bas si jamais tu fais face à de la procrastination. Peut-être que finalement, faire 20 minutes de sport aujourd'hui, ce serait plus faisable que faire 2 heures. Si 2 heures, ça t'écrase, bascule sur 20 minutes, ce sera beaucoup plus faisable. Rappelle-toi que l'essentiel, c'est que cette tâche soit faite à la fin de la journée, peu importe à quel point elle est faite de façon imparfaite ou à quel point c'est un embryon d'une future tâche que tu voudrais faire dans une dimension plus large. L'important, c'est de la faire à l'instant T. Et enfin, être mesuré avec un highlight qui est faisable en 1 ou 2 sessions de deep work. Une des règles qui est hyper intéressante de Greg McKeown, c'est ne fais rien aujourd'hui dont tu ne pourras pas récupérer ou dont tu ne pourras pas avoir récupéré demain. Ok ? Donc on veut absolument faire un travail qui nous permet de tenir sur la durée, la décennie et la nouvelle année. Ok ? La troisième étape de ce protocole de planification, c'est de cimenter ça dans ton calendrier, c'est-à-dire de mettre cette tâche, ce daily highlight dans ton calendrier. On veut sacraliser le créneau. Ce screenshot, c'est le screenshot de mon calendrier que j'avais montré dans une précédente vidéo. Et comme on peut voir ici, j'ai des créneaux qui sont dédiés à ma quête principale. Je vais pas revenir sur tout le reste, mais ici, ce sont des créneaux qui sont dédiés en jaune à ma quête principale, ce qui montre que mes créneaux pour avancer sur mon daily highlight du jour, ce sont bien des créneaux qui ont été sacralisés. Ce qui permet de protéger ces créneaux-là des distractions, de les protéger également des invitations de réunion ou quoi que ce soit, et aussi de donner à l'avion une direction qui est 100% claire pour que mon avion, il puisse tout simplement exécuter. Ok, donc conclusion, ce soir, ce que tu vas faire, c'est que tu vas définir tes 6 tâches du lendemain par ordre de priorité, tu vas marquer ton highlight avec une étoile pour que tu puisses bien avoir cette tâche en tête, et enfin tu vas bloquer un créneau dans l'agenda pour demain pour que tu puisses avoir du temps, un endroit sacralisé pour faire cette tâche-là. Demain matin, quand tu vas te lever, tu vas passer en mode avion et en mode exécution. Tu peux exécuter bêtement parce que tu fais confiance au fait que hier soir, tu as eu un temps en tant que pilote pour définir une destination qui est importante pour ta vie ou pour ton business. Et enfin, vendredi, tu vas te mettre dans la peau de l'ingénieur et tu vas ajuster et optimiser ce qui n'a pas fonctionné cette semaine. Et si tu veux aller plus loin dans l'optimisation de ta productivité, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran où tu vas découvrir mes 6 règles de productivité que j'ai appliquées les 3 dernières années et qui ont x10 ma productivité.